tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball on Air. On est toujours ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, le programme, ce sera le débrief habituel des deux derniers matchs du Paris Basketball. On va commencer par la défaite à Fos-sur-Mer le week-end dernier, c'était une dizaine de jours. Et puis la large victoire de ce week-end, c'était samedi contre Saint-Chamond. Une performance offensive assez unique pour le Paris Basketball. On parlera de ça. Pour cet épisode, petite particularité, parce que nous ne sommes que deux, et je suis avec Lilian, fidèle au poste. Salut Lilian. Salut Fabien, et puis on est que deux, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, donc ça devrait suffire. Ouais, voilà, beau programme. Comme d'habitude, on vous rappelle juste avant de démarrer que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, @ParisB-8OnAir, sur Facebook, Paris Basketball on Air. Vous pourrez aussi retrouver toute l'actualité du club sur notre site, parisbasketball-onair.fr. En bref, je le disais, on a un gros programme. C'est parti pour Paris Basketball on Air, saison 2, épisode 13. Yo, ici c'est ton bouc d'Andy pour Paris Basketball en Air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin. Si. Et on démarre du coup avec cette défaite contre un cadre de la Pro B, c'est comme ça qu'on va pouvoir les appeler, le club de Fos-Provence Basket qui recevait du coup Paris la semaine dernière. Et Paris, avec sa nouvelle recrue, Ryan Boatwright, n'a pas pu l'emporter. Une défaite 87 à 75 dans un match plutôt maîtrisé d'une main de maître par les joueurs de Fos-sur-Mer, avec un Kane McLean dont on va sûrement parler, avec une performance plutôt exceptionnelle. Voilà, Lilian, je ne sais pas, toi, comment tu as ressenti ce match. Qu'est-ce qu'on retient aux premiers abords d'une telle rencontre? En préambule, je pense qu'on peut dire qu'on est tombé sur une équipe plus forte que Paris. C'est pas arrivé souvent cette saison, qui est vraiment une équipe qui domine à ce point les Parisiens, j'ai trouvé. Donc, on peut tirer un coup de chapeau à Fos. Après, on a pu observer la première de Boatwright. C'était un peu l'un des gros enjeux de ce match côté parisien. Et il y a eu du positif, il y a eu un peu de négatif. On va en parler un peu plus tard, mais c'était globalement un bon premier match, j'ai envie de dire. Mais allez, si on peut regretter, c'est le début de match des Parisiens et qui sont ensuite revenus dans la rencontre, mais qui, tu l'as mentionné, sont tombés ensuite sur un Kevin McLean tout simplement en feu. Il était inarrêtable, l'arrière de Fos-Provence. Donc, il y a on va dire, il y a quelques mini-regrets sur ce match, mais globalement, Fos a mérité sa victoire. Ouais, je me souviens, dans l'avant-match qu'on avait rédigé sur le site, on mentionnait que Fos-sur-Mer était la meilleure évaluation depuis le début de saison en moyenne par match. Ça tournait autour de 104 d'évaluation par match. Et là, ça n'a pas manqué. On voit que cette équipe a fini avec 110. Moi, ce que je retiens surtout, et je pense que tu vas être d'accord, c'est cette équipe de Fos. Alors, effectivement, c'est l'une des meilleures de Pro B. Moi, je la mets vraiment dans le très, très haut panier de ce championnat. Et ça va, je pense, être une des rares équipes qui va réussir à mettre autant de points au Paris Basketball, qui est la référence défensive de Pro B cette saison. Et quand on voit qu'une telle équipe, alors même quand Paris pas un mauvais match dans sa globalité, quand on voit qu'une équipe de Pro B est capable de mettre 87 points avec une efficacité pareille au Paris Basketball, ça me laisse pas tant de regrets que ça, parce que moi, je pensais que ça allait être un des déplacements les plus compliqués de la saison. Mais voilà, je pense que Paris avait peut-être des munitions qu'ils n'ont pas su sortir au bon moment. Et que tu le mentionnais, c'est vrai que ce début de match, il lance pas vraiment le match du Paris Basketball, et tu le sens vraiment que derrière, le retard, ils n'ont pas réussi à le combler. Ouais, le début de match coûte cher, notamment avec des pertes de balles qui sont franchement fâcheuses, surtout quand c'est des joueurs comme Nobel Bugukolo, Boatwright qui a perdu quelques ballons en début de match, et tu sens que ça les a pas, ça facilite pas les choses pour rentrer dans la rencontre, notamment quand c'est à l'extérieur, même s'il n'y a pas de public. Ça reste quand même différent de jouer un match à l'extérieur plutôt qu'à la maison. Et c'est dommage parce qu'ensuite, Paris, en deuxième quart-temps, notamment avec le trio de jeunes, revient bien dans la partie. Donc là, on a vu un peu l'impression de retomber dans les travers parisiens avec un début de match raté. Fos-sur-Mer a mis pas mal de pression en début de match, mais je pense que maintenant, avec les joueurs d'expérience qu'a Paris, ils savent se défaire de ces situations.
Mais bon, c'est vrai que pour en revenir à Fos-sur-Mer et ce que tu disais, c'est vrai qu'on en discutait en off et c'est peut-être l'une des équipes les plus complètes de la Pro B, dans le sens où on va dire qu'ils ont presque 3 voire 4 options en attaque, et des joueurs vraiment référencés, Jamar Diggs, heu, Edouard Choquet. Après, il y a des jeunes aussi qui montent beaucoup, Alan Dokossi. Et c'est aussi une équipe qui répond bien dans le combat physique face à Paris. Ils n'ont pas forcément des athlètes d'un niveau incroyable, mais sur des qualités très précises, notamment d'explosivité ou encore pour aller chercher des rebonds, bah, ils ont vraiment des joueurs capables. Et encore, on dit que c'est une équipe très forte au complet. Et il leur manquait certains joueurs, notamment Jared Burrows. Donc on se dit que vraiment, quand ils tournent à plein régime, ça va être une des grosses équipes de championnat. Et bah, il faut quand même le rappeler, ils ont gagné la Leaders Cup Pro B cette année dans une version un peu différente de d'habitude, mais c'est un titre. Et puis ça montre que cette année, c'est l'une des grosses écuries et on l'a vu sur ce match. Ouais, tu citais un peu les joueurs références de Fos. Forcément, moi, le premier joueur qui m'a vraiment impressionné sur ce match, c'est vraiment Alan Dokossi, dans le sens où ça va rejoindre un peu aussi ce qu'on se disait en off, c'est que il a très bien muselé Dustin Sleva, alors pas tout seul forcément, mais ses qualités athlétiques et donc c'est la capacité qu'il a en défense à pouvoir avoir des mains partout parce qu'il a des longs bras, il est très 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 longiligne. Il est capable de lockdown complètement son attaquant. Et pour le coup, de Sleva, j'ai plus les stats en tête. Je crois qu'il doit mettre 9 points sur il met 9 points à 2 sur 8 au tir. Et en fait, les seuls tirs qui rentrent de Sin, c'est des tirs à 3 points. C'est-à-dire que c'est vraiment quand il arrive à se défaire un peu de son vis-à-vis et qu'il arrive à être trouvé en plus en catch and shoot par ses coéquipiers. C'est-à-dire que ça a été vraiment très très rare parce qu'il a pris que 3 tirs à 3 points, alors que 3 tirs pour Destin Sleva, c'est bien. Mais vu le registre dans lequel il était ce jour-là, c'était un peu compliqué pour lui. Ouais, c'est vrai. Et en fait, Dokossi était un peu dans la lignée de toute son équipe où vraiment il mettait une grosse pression sur Paris en défense notamment. Et c'est pas les Parisiens à installer leur jeu en attaque. Chaque écran, chaque prise de position au poste bas, bah, elle était compliquée. Et on sent que ça, notamment, ça s'est reflété sur Dustin où on a senti un peu plus de précipitation que d'habitude. Il forçait un peu plus les tirs, alors qu'on on l'a vu sur les dernières prestations, quand il a le temps d'installer son jeu poste bas notamment, bah, c'est il est tout simplement inarrêtable. Et là, c'est dans la globalité Fausse, pardon, qui a réussi à gêner considérablement Paris. Et en plus de pouvoir récupérer des ballons à la mi-terrain, ils ont aussi pu récupérer des ballons comme ça en défense, en contrant des tirs ou en vraiment donnant des tirs compliqués qui donnaient des rebonds assez faciles. Et on peut en venir sur un autre point. Moi, je trouve que, tu vas me dire ce que tu en penses, mais je trouve que sur ce match, Paris, enfin, on a vu une des faiblesses de Paris en défense qui est, par exemple, la défense sur le jeu de transition. J'ai trouvé que Fos prenait énormément de tirs en première intention avant que la défense parisienne se mette en place. Et bah, je ne sais pas, est-ce que ça peut être une piste pour les futurs adversaires de Paris d'exploiter cela? J'ai trouvé qu'en tout cas, Fos l'a très bien fait durant ce match. Ouais, moi, c'est quelque chose qui m'était déjà venu à l'esprit. Je crois que c'était le match à Denain où j'avais l'impression, alors c'était même pas forcément que sur de la transition, mais c'était aussi sur la presse tout-terrain qui n'était pas forcément très très efficace côté parisien ce jour-là. Mais que parfois, lorsque, bah, c'est sûr, hein, s'ils n'ont pas la tête connectée tous ensemble, c'est des choses que le coach Pratt répète plutôt régulièrement en conférence de presse d'après-match. euh, on sent que cette équipe vraiment défaillir sur le plan défensif. Et du coup, comme il le martèle à chaque match aussi, cette équipe, quand elle ne défend pas, elle n'est pas dans son ADN. Et ça se sentait un peu dans ce match-là où c'est Fos-sur-Mer véritablement qui a amené le rythme du match, qui l'a Ouais, qui qui avait l'a- le tempo. qui l'a dicté et qui a choisi littéralement quand l'accélérer, quand le réduire et quand ce qu'il fallait faire exactement. Paris avait, je pense, pas forcément non plus les armes pour contrer ça et avoir le tempo à son tour. Du coup, je voulais un peu qu'on le cite maintenant, mais on le citera après, aussi pour le match de Saint-Chamond. Mais Ryan Botwright, qui vient d'arriver, qui découvre un peu cette équipe, je crois qu'il joue 24 minutes contre Fos, ce qui est déjà pas mal alors qu'il est à l'entraînement depuis quelques jours.
Je sais pas ce que toi, t'en as pensé de sa première apparition, mais on l'a senti, bah, on a senti vraiment que c'est un joueur d'un autre calibre, mais qui n'était pas encore prêt et qui connaissait vraiment pas cette équipe, ça se sentait et que son apport a pas été vraiment maximal dès ses premières minutes. Ouais, sans en dire trop, parce que je pense qu'on en reparle, on fera un mini bilan à la fin du podcast sur ces deux matchs. C'est vrai que on a vu ce qu'il était capable de faire. Moi, je trouve que c'est l'enseignement que je vais tirer de ce match. On a vu qu'il était capable de pull-up à 3 points en sortie d'écran. On a vu qu'il était capable de trouver ses coéquipiers, mais que c'est un premier match. Donc forcément, il n'y a pas des automatismes tout de suite. Du mal aussi, il faut qu'il tombe aussi contre une grosse sécurité de la Pro B. Donc pas évident, même pour un joueur qui a fait des Coupes d'Europe. Donc moi, je trouve que ça a donné je vais le retenir comme ça, que ça a donné un signe annonciateur de ce qu'on allait pouvoir voir et ça s'est confirmé face à Saint-Chamond. Mais on peut peut-être pour terminer sur Fausse, moi, ce que j'ai souligné, c'est, on a dit, il y a des joueurs qui ont un peu défailli, notamment en début de match, Nobel, Botwright. Mais sur ce match, les 3 jeunes ont vraiment répondu présent et c'est un des points positifs qu'on peut ressortir. Moi, j'ai notamment beaucoup aimé le match de Milan, mais j'en pense la même pour son match face à Saint-Chamond. Juan Bégarin qui continue de faire des progrès au tir et ça, c'est vraiment intéressant. Et puis Ismaël qui, comme d'habitude, a rejeté les offensives adverses sous le cercle. Vraiment. Est-ce que c'est pas une des premières fois cette saison quasiment que les 3 sont presque au diapason, pas totalement, mais que presque ils ont vraiment un impact positif sur le match ensemble. Ouais. Ouais, non, je cherchais un match, j'en avais peut-être le déplacement à Évreux, mais Johan Bégarin était absent ce jour-là et Milan Barbic et Ismaël Kamagaté avaient été performants ensemble, mais enfin, sur le même match, mais pas forcément au même moment. Milan Barbic, c'était au début et c'était plutôt en deuxième mi-temps qu'Ismaël avait été très fort. Moi, je suis assez d'accord. En fait, tu m'as un peu fait ma transition sur les jeunes parce que je voulais forcément qu'on en parle un peu. Parce que moi, je voulais peut-être revenir un peu plus sur le match de Johan Bégarin. Tu as parlé de Milan qui a été très propre. Johan, c'est un peu le genre de match, et c'est la réflexion un peu qu'on m'a faite ici et là après ce match-là, qu'on avait l'impression qu'il avait tous les ballons, du moins en attaque. Et presque carte blanche. Alors, je ne suis pas foncièrement spécialement d'accord avec ça, même si c'est avec Nobel le joueur qui prend le plus de tirs du côté du Paris Basketball. Mais tu citais justement cet aspect. C'est un garçon qui a énormément progressé au tir depuis de nombreuses semaines. Et j'en prends preuve de son pourcentage à 3 points. Il devait être autour de 20% il y a encore 2-3 mois. Là, il est monté à 36%. Franchement, on va aussi en revenir sur Chachamon parce qu'il a un tir en début de match, pareil, dans le corner. Enfin, dans le corner, c'est vraiment devenu une menace. Et en catch and shoot, si tu mets pas la main, limite, ça va tomber dedans. Et je trouve Alors, évidemment, il a des objectifs très, très hauts à très court terme. On parle de la NBA et on parle d'un premier tour de NBA pour la draft. Et justement, là où sur certains aspects, je me posais vraiment la question il y a encore là 2-3 mois, il y a des choses sur lesquelles je me les pose beaucoup moins maintenant parce qu'il est en train de prendre en maturité dans son jeu et sa sélection de tir est bien meilleure, son impact défensif aussi. Et globalement, en fait, il connecte un peu mieux avec le basket de l'équipe. Et je trouve que même s'il a carte blanche, par exemple, sur ce match, il le fait plutôt bien quand il a la balle. Et c'était plutôt réussi contre Fos. Ouais, c'est vrai. Après, je n'ai pas trouvé particulièrement qu'il avait carte blanche sur ce match. Peut-être parce que enfin, nous, on a l'habitude de voir tous les matchs et on sent qu'il a de plus en plus de place au niveau pour porter la balle et puis même pour prendre ses initiatives personnelles. Donc, je n'ai pas forcément foncièrement trouvé que c'était plus qu'à l'accoutumée. Mais moi, je vais faire un petit mea culpa parce que c'est vrai que quand on discutait en début de saison de son augmentation de tir à 3 points, et moi, je la mettais un petit peu en cause. Je me suis dit que c'était peut-être trop pour lui, enfin, trop d'un coup. Et franchement, en quelques semaines, il m'a donné tort, quoi, parce que ça fait plusieurs matchs qu'il enchaîne à 3 points avec de la réussite, avec du volume. Bien sûr, il y a quelques matchs où il passe au travers, mais globalement, pour un joueur de son âge,
très satisfaisant de voir une progression vraiment, je ne sais pas, de fin novembre à maintenant. Il a gagné plusieurs pourcentages et en augmentant les tirs. Donc, franchement, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Juste, il progresse à vitesse grand V et c'en est que bénéfique pour Paris. Ouais, bah, il a quasiment doublé ses pourcentages en 3 mois. Et vu ce qu'on en disait en début de saison, et même il y a encore quelques semaines de cela, franchement, c'est plutôt propre. Je te propose, Lilian, qu'on enchaîne peut-être sur le match suivant. Ouais, on va passer du coup au match peut-être le plus satisfaisant. Moi, pour moi en tout cas, mais après c'est aussi à cause de l'adversaire. Mais pour moi, cette victoire du coup de Paris contre Saint-Chamond, 108-80, c'est le match le plus satisfaisant sur presque tous les points depuis le début de saison côté Paris, tant défensivement qu'offensivement. Alors on va en reparler. Il y a peut-être il y a des points des points sur lesquels Paris peut encore s'améliorer. Mais, mais on a vu déjà le retour de Gauthier Denis qui a fait un bien immense en attaque. En défense, il est toujours là, mais c'est en attaque qu'on en attend le plus. Et franchement, bah, tu te rends compte qu'au niveau du tir à 3 points, il y a une classe d'écart avec tous les autres de l'équipe et lui. Il est tout seul sur sa planète. Et puis, du coup, on le citait un Ah, peu. quand le garçon prend feu, il est vraiment tout seul sur sa planète. Hein, Hein, mais voilà. c'est Et puis dans j'ai une autre envie de, dimension. j'ai envie de te dire, on va en parler aussi du match d'Ismaël, mais quand tu as un arrière qui plante autant à 3 points, et quand tu as un pivot et Dustin Sleva qui prennent autant de rebonds offensifs et autant de rebonds et de points, en fait, ça donne des maux de tête à la défense qui ne sait pas du tout comment réagir parce que le feu peut venir de n'importe où. Alors, je te propose déjà de faire un petit pêle-mêle, tu vois, déjà voir toi comment tu as ressenti la rencontre, qu'est-ce que tu retiens encore une fois de cette performance. Juste pour finir, si mes stats sont bonnes, c'est la meilleure performance de l'histoire au terme de points inscrits dans un match pour Paris. Eh bien, eh ben, c'est marrant, mais je trouve que c'est un peu le même match que contre Fos. Alors, dans le sens inverse pour Paris, bien sûr, mais dans le sens où Paris a tout de suite mis la pression sur Saint-Chamond. Et en fait, les Saint-Chamonais, ils n'ont pas réussi à en sortir, quoi. Paris a fait une presse tout-terrain qui a complètement déstabilisé Saint-Chamond. Alors, je ne sais pas si c'était pas vraiment bien préparé sur ce match, parce que c'est quand même pas une nouveauté que Paris fasse de la presse tout-terrain. Et on les a sentis vraiment complètement désarçonnés. Ça a envoyé des lobes en l'air assez surprenant. Et puis, un peu comme Fos, c'était un match. Après, c'était très rythmé, du coup, avec ses pertes de balles, ses contre-attaques. Et vraiment, ouais, Paris a. Et pour continuer l'analogie avec Fos, du coup, on a senti peut-être une esquisse d'un retour en seconde mi-temps de Saint-Chamond. Et là, c'est Gauthier Denis qui a continué encore son chantier du soir en plantant à 3 points, un peu à l'image d'un Kevin McLean avec Fos. Donc, pour moi, j'ai trouvé que c'était assez drôle, ces matchs à une semaine d'intervalle qui sont beaucoup ressemblés. Alors, pour des fortunes diverses pour Paris, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de ressemblances. Ah non, je te rejoins assez. Faut dire aussi que Saint-Chamond fait un non-match total. Tu le disais, c'est vrai que la presse tout-terrain, ils n'ont pas su du tout la gérer. On le voit, je crois, dans les 3 ou 4 premières minutes, Paris fait 3 interceptions parce qu'ils se prennent pour des quarterbacks, les joueurs de Saint-Chamond. Parce qu'ils sont complètement perdus. Il y a une prise à deux sur eux, ils arrêtent le dribble. Et tout de suite, ils envoient une ogive et ils espèrent que ça va toucher toucher un de leurs joueurs. Le problème, c'est que derrière, c'était notamment Valentin Chéret en début de match qui lui, pouvait lire, avait une lecture assez rapide quand même de la situation et pouvait intervenir sur ce genre de ballon. Ça donnait des paniers faciles. Mais là où c'est même pas là-dessus finalement, c'est même pas forcément sur la presse tout-terrain au début de match que Paris fait la différence parce que le match est plutôt serré. Je crois que ça monte jusqu'à 13-13 et qu'on finit à 31-15. Tellement en fait, Paris à un moment, donc c'est collectif, mais Paris, avec la rentrée d'Ariane Botwright, avec des changements, a commencé vraiment à trouver son rythme de croisière qui embêtait complètement Saint-Chamond. Et on l'a vu dans le match. Moi, du coup, on était à côté du banc de Saint-Chamond et on voyait Alain Tinet, le coach de Saint-Chamond, qui changeait ses joueurs. Je sais pas, toutes les minutes, il faisait un changement parce qu'il cherchait la solution. Il ne la trouvait pas.
notamment pour essayer d'avoir un peu de shoot. Il n'a jamais vraiment trouvé ses shooters, hein, parce qu'on ses shooters référencés, c'est Marcus Relford qui finit à 0 sur 4 à 3 points. C'est Sofiane Briki qui termine à 0 sur 4 à 3 points. C'est Théo Bouteille, l'ancien parisien, qui termine à 0 sur 7 au tir. Tout de suite, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué pour Saint-Chamond de mettre des points et de tenir la cadence. Je crois que ça a dû monter à plus 27 avant le troisième quart, où Paris a vraiment relâché défensivement ce quart-temps, parce qu'ils prennent 32 points. Alors certes, ils en mettent 26, mais comme on le disait, c'est Gauthier Denis qui tient à flot cette équipe. Et c'est aussi ce que le coach a relevé en conférence de presse. Si tu te souviens, Lilian, en plus, à la mi-temps, tu étais venu me voir, et je te donne la parole là-dessus. Tu étais venu me voir en me disant, ce serait tellement Paris Basketball, je crois qu'il y avait, je sais pas, 20 points d'avance, ce serait tellement Paris Basketball de lâcher ce troisième quart-temps. Et effectivement, moi j'étais assez serein pour le coup, mais petit à petit, tu sentais l'écart se grignoter, et tu te dis, oula, ça sent pas bon, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Et au final, Gauthier Denis qui arrive et qui remet les pendules à l'heure. Bah, c'est vrai qu'avec le Paris Basketball, on s'attend toujours à ce qu'il y ait des rebondissements, parce que ce soit dans la victoire ou la défaite, il y a toujours des baisses de régime parisiennes ou justement des hausses qui font qu'ils peuvent revenir dans une rencontre. Donc, on se part à toute éventualité. Mais après, comme tu l'as souligné avec la non-réussite des shooters de Saint-Chamond, il n'y a vraiment pas grand-chose qui allait pour les hommes d'Alain Tiné dans ce match. Ils avaient, je trouve, quand même du mal à se créer des choses offensivement. Et de l'autre côté, je trouvais que Paris respirait beaucoup mieux en attaque, notamment que contre Fos. Ils avaient beaucoup plus le temps d'installer leur jeu. Et je trouve que notamment, dès que Paris arrive à mettre du mouvement, je l'avais déjà mentionné, mais notamment du mouvement sans ballon, je trouve que c'est tout de suite plus facile. Et notamment sur ce match, j'ai trouvé que là, on a eu la confirmation de ce qu'apporte vraiment Boatwright. Et notamment, alors oui, on l'a vu beaucoup shooter et mettre des gros tirs dans ce match, notamment des step back à 3 points. Mais dans la gestion de l'attaque, notamment au niveau du pick and roll, alors que ce soit pour trouver l'intérieur roller ou pour sortir à l'opposé sur des shooters, je l'ai trouvé très intéressant dans ce registre. Et vraiment, il a réussi à faire vivre l'attaque parisienne. Mais il n'y avait pas seulement lui. J'ai trouvé qu'en fait, même avec l'arrivée de Boatwright, Jean-Christophe Prat, il n'abandonne pas ses autres principes de jeu, qui est de faire, d'impliquer le plus de personnes possible dans la gestion de l'attaque, que ce soit Nobel, que ce soit Juan. Je prends par exemple Nobel, il prend que 6 tirs sur ce match, mais il délivre 6 passes D. Et j'ai vraiment trouvé son impact intéressant. Bon, on aimerait qu'il ait toujours plus de réussite au tir, mais j'ai trouvé en tout cas son impact intéressant. Et globalement, moi, ce qui m'a plu surtout, c'est l'attaque de Paris. J'ai retrouvé un peu de liant et de fluidité en attaque. Ouais, je suis assez d'accord. Nobel aussi contre Fos, il fait 6 passes décisives, et moi c'est un peu dans ce rôle-là que je le préfère aussi, parce que parce qu'il sait qu'il va être ciblé. Parce qu'il attire tellement les défenses. Bah oui, non, voilà. Il est ciblé par les défenses adverses, et du coup, plus il libère le ballon, plus cette équipe de Paris je trouve, en tout cas c'est un avis personnel, mais plus je trouve que cette équipe parisienne a de chances d'inscrire des points. Et on l'a vu, la marque, elle est vachement bien rétablie. Tous les joueurs de Paris ont marqué. Même Loïc Gendret qui est rentré en fin de match, il marque des points. Et pour moi, c'est pas forcément anodin que toute l'équipe, quasiment, à part Loïc Gendret et Valentin Chéry qui sont à 4 et 2 points, tout le monde est entre 8 et 19 points. Et cette répartition. Et ça se voit aussi sur les temps de jeu. Je pense qu'on n'a jamais vu ça. Il n'y a aucun joueur qui a plus de 30 minutes. Et les deux plus gros temps de jeu, c'est Sleva et Bégarin qui sont à 26 minutes. Et après, le reste, ça tourne autour de 22, 20. Après, le reste, c'est 23, 20, 15. Et c'est vrai que c'est ce que soulignait, avant que je te relaisse la parole, Jean-Christophe Prat, c'est que maintenant, quand Paris sera au complet, il y aura beaucoup plus de rotation, ça va beaucoup plus tourner et ça va permettre justement d'installer, par exemple, ces presque tout-terrain qu'on dit. Parce que si les joueurs tournent, on va dire, toutes les 4-5 minutes, et ben en fait, tu as toujours des joueurs frais sur le terrain. Et ça va faire la différence, surtout sur la saison la deuxième partie de saison qui attend tous les clubs de Pro B, ou notamment le mois d'avril qui sera très chargé en nombre de matchs. Ah bah non, je te rejoins, et même du coup, ça me fait penser qu'on a oublié
de citer Evans Ganapamo qui était absent contre Saint-Chamond parce qu'il était, c'était pour un heureux événement. Du coup il était pas là pour le match d'ailleurs, on est très, très heureux pour lui. Mais pour revenir sur le basket, effectivement, c'est sûr que cette équipe, et le coach l'a souligné aussi, elle va changer dans ses rotations. Nobel Bunkolo, il y a eu des matchs, il y a eu un match notamment, c'était à Évreux, quand Paris avait beaucoup de blessés. Il n'avait pas quitté le terrain, il avait joué 40 minutes. Ça m'étonnerait très, 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 très fortement, et je pense que ça ne sera pas le cas, qu'un joueur arrive à ces 40 minutes-là, mais même en vrai, qu'un joueur du Paris Basketball, sur la suite de la saison jusqu'au 15 juin, arrive ne serait-ce qu'à, je sais pas, 36 minutes dans le match, ce qui est déjà colossal dans un match de 40 minutes. Mais la répartition des minutes dans un groupe qui s'est largement étoffé, et qui va peut-être s'étoffer avec Sheck West en mai, mais ça va, c'est toujours, c'est sûr que les rotations vont être plus serrées. Et pour moi, c'est pas anodin que par exemple un joueur comme John Bégarin soit le plus gros temps de jeu, parce qu'on a aussi envie de le développer et de montrer ses qualités outre-Atlantique. C'est pas étonnant que ce soit Destin Sleva qui soit le deuxième plus fort temps de jeu, parce que c'est le meilleur joueur de cette équipe concrètement. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Et après, derrière, ça se bat. Et même, du coup, si on analyse un peu comme ça, et je voulais un peu te lancer sur. On a parlé de Gauthier Denis comme un peu le maître à tout faire, ou du moins l'artificier en maître du match contre Saint-Chamond. S'il y a aussi un joueur qu'il faut absolument féliciter, c'est le match d'Ismaël Kamagaté, qui termine à 30 d'évaluation, qui met 19 points, 13 rebonds, doit y avoir 2 contres, et il le fait juste en 20 minutes. C'est colossal. Ouais, clairement, je vais un peu je vais inclure les deux ensemble parce que, en fait, ils ont fait ce qu'ils savent faire. Gauthier Denis, il a shooté, il a mis dedans avec une réussite qu'on lui a peu connue cette saison et qui a fait grand bien à Paris. Et puis Ismaël Kamagaté dans la dissuasion, toujours plus de progression euh, dans sa technique, dans sa palette offensive. Euh, donc, euh, donc non, ouais, on n'attendra pas, par exemple, de Gauthier Denis d'avoir de tels pourcentages de réussite pour les autres matchs, mais clairement, son retour va faire du bien. Et quand il est dans des soirs comme ça, tout simplement, pour lui, le panier, c'est une piscine géante où il a juste à balancer le ballon, quoi. Donc, c'est assez impressionnant à voir en direct. Vraiment, on aurait dit, enfin, pour ceux qui regardent la NBA, franchement, c'est des soirs où on voit Klay Thompson, quoi, en lui. C'est shoot, il a à peine les deux pieds posés au sol, il déclenche déjà en mouvement, il est à pleine balle, il arrive à décoller. Donc non, vraiment, c'était très impressionnant, mais en même temps, c'est des choses qu'on sait que c'est leur point fort à ces deux joueurs, le shoot pour Gauthier, la dissuasion pour Ismaël. Donc au final, c'était pas non plus si surprenant que ça, mais ça a fait du bien à Paris pour l'emporter contre Saint-Chamond. C'est exactement l'analogie la comparaison que j'avais faite pendant le match, où je disais, c'était à la mi-temps, je crois, je disais, on a laissé Gauthier Denis blessé en janvier, et là, en mars, on a récupéré Klay Thompson. Il termine à 5 sur 7 à 3 points. Déjà, bon, évidemment, c'est sa meilleure perf à 3 points cette saison. Et puis je crois que c'est sa deuxième meilleure perf à 3 points tout court à Paris. Donc, je suppose, du coup, dans sa carrière professionnelle. C'est vrai que c'était impressionnant, et la manière qu'il avait de shooter et de tout rentrer, un peu à la façon de Kevin McLean côté fausse face à Paris. Pour finir un peu cet épisode, Et puis, ouais, ouais, vas-y. un petit mot juste pour souligner que Gauthier, quand même, c'était son match de retour, d'accord, mais pour revenir sur sa saison, c'est vrai qu'il a eu un peu de mal déjà. On a eu l'occasion d'en parler avec lui pour le site internet, mais il a déjà eu du mal à s'accommoder avec la crise sanitaire, le fait que les matchs soient vraiment très espacés, qu'il n'y ait pas vraiment de visibilité. Et en plus, quand les matchs en janvier sont un tout petit peu enchaînés, il y a eu cette blessure au mollet qui l'a ralenti et qui l'a frustré. Et je pense qu'il avait vraiment à cœur de se montrer sur ce match. Et ça s'est vu dès le début en plus. Il a pris les ballons tout de suite. Il avait cette envie de faire quelque chose. Alors, pas forcément avec la réussite il n'avait pas forcément en tête qu'il allait avoir une telle réussite, mais on a vraiment senti aussi une volonté de sa part de marquer la rencontre de son empreinte. Et ben, un autre qui a marqué la rencontre de son empreinte, peut-être un peu moins fort évidemment que Gauthier Denis, mais du coup on voulait faire
premier bilan de ses débuts parisiens, c'est Ryan Botwright. Bon, il a connu un premier match contre Fos où il a une première mi-temps, en tout cas pas facile, quand il rentre, parce que déjà Paris n'a pas le momentum du match et il a du mal euh, à mettre ses tirs. En deuxième mi-temps, moi je trouvais que c'était plutôt propre ce qu'il avait produit contre Fos avec les tirs à 3 points qu'il avait rentré au moment où Kevin McLean commençait à prendre feu. On se disait, bon, si c'est une bataille entre les deux, lequel va gagner? Bon, c'est Kevin McLean forcément qui a eu la bonne réponse. Et puis contre Saint-Chamond, on l'a vu beaucoup plus facile dans la gestion, évidemment, parce que si ça ne défend pas pareil du côté de Saint-Chamond. Et ben on en discutait encore une fois en off, Lilian, mais tu sens que vraiment, pour le coup, Paris a un meneur de métier et c'est pas arrivé depuis 1 an avec Marquis Haynes, qu'on a eu 3 matchs. Francisco, qui était déjà un peu meilleur dans la gestion que Milan. Mais bon Dieu, je pense qu'il va faire du bien celui-là. Ouais, c'est vrai. Et on se faisait cette réflexion par rapport au fait que dans ce qu'on a connu du Paris Basketball, il y a rarement eu ce meneur américain, enfin américain, on se comprend, passeport américain, enfin passeport arménien, mais Arménien, monsieur, s'il vous plaît. américain d'origine. Voilà. Mais on sent qu'il est déjà, quand on le voit, rien que vous voyez son image quand il se déplace pour aller dans la moitié de terrain adverse, il y va en marchant tranquillement, il prend son temps d'installer les systèmes. Et c'est vrai que on peut faire la comparaison avec Marquis Haynes. Au niveau du jeu, ça se ressemble pas mal. Un gros shoot à 3 points, la capacité d'élimination, de faire jouer les autres. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, il y avait Sylvain Francisco. Donc forcément, Marquis Haynes, je trouvais que, sur les 3 matchs, c'est très peu pour en juger, mais il avait plus un rôle de second arrière et de second porteur de balle. Alors que là, surtout face à Saint-Chamond où il était titulaire, on sent qu'il va vraiment s'installer en tant que gestionnaire et c'est ce qui est très appréciable. Et en fait, et aussi ça bénéficie à Milan. On en a parlé un tout petit peu contre Fos, mais on sent que là, Barbic, il est vraiment concentré à apporter des points à Paris. Il se défait un peu dans son esprit de, de cette chose où il doit faire jouer les autres, qui n'est pas facile quand on est un meneur, un meneur de si jeune, d'à la fois d'avoir le bon compromis entre faire jouer les autres et aussi marquer des points pour son équipe, parce que c'est important quand on est meneur d'apporter des points. Et donc là, on l'a senti très agressif. Et c'est quand il a eu une petite période un petit peu moins bien, on soulignait juste, enfin moi, de mon côté, je soulignais un petit peu cette perte d'agressivité qu'il avait et qu'on a retrouvé sur les 2 derniers matchs et que moi, je trouve très intéressante et que j'espère qu'il va continuer. Donc, non, Boatwright, il fait aussi bien sur son apport individuel, il fait beaucoup de bien à Paris, mais il fait aussi beaucoup de bien aux autres joueurs de l'équipe et à n'en pas douter que ça va continuer et puis que ça serait intéressant de le voir face à un nouveau test. Denain, c'est peut-être sur les mots-là que tu allais conclure parce que c'est un nouveau test pour Paris avec Denain qui est dans les premières places du championnat, un petit peu à la surprise générale cette saison. Ouais, juste pour enchaîner un peu sur Ryan et après on parlera un peu de Denain. C'est vrai qu'il va faire du bien à Milan. Milan, sur les 2 matchs, il perd que 2 ballons, alors qu'il y a une moyenne de 2 pertes de balles par match, 2,2 pertes de balles par match en Pro B cette année. Donc, déjà, tu sens que dans son utilisation du ballon, Milan va être beaucoup plus propre parce qu'il aura, tu le disais, beaucoup moins cette gestion de l'offensive parisienne. Mais je pense qu'il va faire, Ryan va faire énormément de bien aussi aux autres joueurs, en fait. Ne serait-ce même qu'un joueur comme Nobel, ben, il ne va pas forcément être la cible numéro 1 des défenses, de style non plus. Juan, il va quand même, du moins sur les systèmes, quand Paris va pouvoir jouer sur demi-terrain. C'est un garçon qui est porté pour se mettre dans les corners et pouvoir artiller à 3 points maintenant, et il le fait plutôt bien. En fait, il va créer des espaces beaucoup plus grands pour ses propres coéquipiers, alors que en fait, juste parce que c'est pas forcément un très bon créateur pour les autres, mais il crée pour lui-même, et en créant pour lui-même, bah, cela va de soi, en fait, il va créer pour les autres. Et je pense qu'offensivement, Paris on avait vraiment besoin. Et du coup, on peut enchaîner là-dessus. Effectivement, Paris va en avoir besoin contre Denain. Alors, le match, ce sera dimanche 21
donc c'est dimanche-là qui arrive à 15h45. Ce sera retransmis sur France 3 Île-de-France d'ailleurs. Et bah, les joueurs l'ont coché dans leur calendrier. Ismaël Kamagaté le disait en conférence de presse. Il ne l'a pas dit qu'une seule fois d'ailleurs, qu'il avait vraiment envie de se remettre de la déconvenue qu'il y avait eu début janvier à Denain. Actuellement, Denain est 4e avec 8 victoires et 4 défaites. Paris 9e avec 6 victoires et 5 défaites. Alors, pour moi, ce match, il a double enjeu et je veux savoir, Lilian, si tu me rejoins. Il a double enjeu dans le sens où déjà Paris doit se rapprocher des tops équipes, donc forcément doit gagner. Alors certes, contre tout le monde, mais notamment contre Denain. Alors il y a effectivement ça, et puis il y a surtout prendre cette revanche, gagner la belle, entre guillemets. Paris avait gagné à domicile en Leaders Cup en quart de finale, c'était en novembre. Paris a perdu en championnat début janvier, et là, alors qu'ils avaient le match en main, il faut le rappeler. Et du coup, là, Paris, pour la belle, moi, je le sens bien, ce match, personnellement. Et j'imagine que Paris va arriver avec une agressivité qu'on connaît très bien pour cette équipe, qui va faire très, très mal à Denain. Lilian, toi, je ne sais pas comment tu imagines cette rencontre et ces points un peu, les points clés du match. Ouais, bah, pour terminer rapidement, je pense que là, c'est vrai que moi aussi, je suis plutôt confiant, on va dire. Même si, bon, faut pas prendre en compte le match amical face à Denain il y a 2 semaines de cela. Il me semble, Paris était un peu décimé à ce moment-là. Et c'est vrai que Paris, cette saison, à domicile, bon, il y en a pas eu des masses, mais à part contre Saint-Quentin, qui sont aussi une des grosses surprises de la Pro B, en fait, Paris a plutôt maîtrisé quasiment tous ses matchs. Bon, ils n'ont pas joué que des cadors, mais quand même, il y avait à chaque fois, un peu comme Saint-Chamond, on sentait que Paris, à chaque fois, avait vraiment l'ascendant dans ces matchs-là. Et face à une équipe qui connaissent très bien, et tu l'as dit, les joueurs sont un peu remontés pour justement un peu laver la bévue qu'ils avaient fait à Denain, où Paris menait largement. Donc, ouais, je pense, en tout cas, ça va être intéressant. Là, je pense que, surtout qu'ensuite, il y aura 2 matchs assez prenables face à Rouen et Aix-Maurienne. Donc, capitaliser sur ce match face à Denain serait une bonne opération pour Paris. Ouais, pour éviter aussi de se retrouver dans le ventre mou et d'être en concurrence avec les équipes avec lesquelles Paris ne veut pas forcément être en concurrence, hein. Parce que Paris vise même d'ailleurs toujours la montée avec d'abord l'arrivée de Ryan Botret en mars. On va s'arrêter là du coup pour cet épisode. Juste pour vous mentionner un peu le calendrier, c'est vrai que Lilian le citait. Du coup, il y a ce match contre Denain des dimanches après-midi. Il y aura le déplacement vendredi 26, donc vendredi dans une dizaine de jours, à Rouen. C'est un match qui sera vendredi 26 à 19h. Et puis la réception 2 jours après, donc ça va être très, 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 très rythmé pour Paris les prochains jours, avec la réception d'Aix-Maurienne à 16h30. Ce sera le dimanche 28 mars, avant d'enchaîner le mois infernal d'avril, avec, je crois, il y a 8 matchs pour Paris sur ce mois-là. Bon, on aura le temps de voir venir. Nous, on fera sûrement un podcast après ces fameux 3 matchs pour revenir un peu sur la dynamique parisienne et savoir est-ce que Paris fait partie du top tier des équipes de Pro B, ou est-ce que il va encore falloir compter dans une équipe de Paris qui a un peu de mal et être dans le ventre mou. On aura fait un bon tiers de saison. Je pense qu'on pourra déjà y voir un peu plus clair. Sur ce, on va s'arrêter là. Je vous rappelle toujours de vous abonner à nos réseaux sociaux, sur Twitter, @ParisB-8OnAir, sur Facebook, Paris Basketball On Air. Vous aurez toutes les infos sur le site pour les 3 matchs et pour forcément le match de demain dimanche. Voilà, likez, partagez le podcast. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus sur YouTube, à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve du coup dans environ 2 semaines pour le prochain épisode. Ciao l'équipe. Salut!